Permettez-moi de parler un petit peu du projet qui nous réunit ici, en plus de l'admiration qu'on peut avoir pour Edgar Morin. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la mise en œuvre, comme l'a dit Edgar, la diffusion de cette pensée. Alors, pourquoi ce projet d'université populaire Edgar Morin pour la métamorphose? Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Je ne parle pas d'ici, je parle évidemment de la situation globale. Face à des défis majeurs, intriqués les uns les autres, interdépendants, la grande généralité des décideurs nous propose des mesures techniques. Là où, évidemment, la question est profondément politique. Au sens fort du terme, c'est-à-dire, qu'en est-il de la manière dont nous allons pouvoir continuer à vivre, voire survivre? Dans quel état laisserons-nous la planète à nos enfants et à nos petits-enfants? Si gouverner, c'est prévoir, alors nos dirigeants manquent à leur devoir. On attendrait d'eux une pleine conscience des enjeux. On attendrait d'eux qu'ils se placent à la hauteur de ces enjeux. Ils devraient anticiper, certes, ce qu'ils font peu, mais surtout, ils devraient livrer une perspective, donner du sens, ouvrir un nouvel imaginaire qui ne soit pas celui, en tout cas en Occident, de la croissance, de la consommation et de l'enrichissement personnel. Mais nous y sommes encore, qu'on veuille bien le constater. La plupart de ces décideurs, je ne vous apprends rien, en sont incapables à reproduire le même schéma et à l'amender techniquement à la marge. Voilà ce qu'ils sont capables de faire pour la plupart. C'est d'ailleurs une question à poser à leur structure de formation. Alors c'est largement à nous, citoyens, citoyennes, acteurs divers et variés, de nous mobiliser pour une véritable métamorphose. Alors nous sommes partis, si vous voulez, ici, de l'idée que ce déficit d'action, voire ce défaut d'action, résulte aussi d'un déficit ou d'un défaut de pensée. Vous connaissez sans doute la fameuse phrase d'Einstein qui est puissante, qui dit « On ne résout pas un problème avec le mode de pensée qui l'a engendré ». Ce que je vous décrivais immédiatement avant, c'est ça. On reproduit le mode de pensée qui nous a conduits là où nous sommes. Or, nous croyons, nous, que la pensée complexe, notamment, pas exclusivement évidemment, offre une forme, disons une possibilité de renouvellement de nos manières de penser, d'agir et même de concevoir l'existence et de la vivre. On l'a bien vu avec Jean-Louis, Edgar Morin est quelqu'un qui vit à l'aune de sa pensée ou qui pense à l'aune de sa vie. Nous pensons qu'à bien des égards, cette pensée peut constituer un fondement important, encore une fois sans être exclusif, un fondement intellectuel et moral à la métamorphose. C'est-à-dire cette profonde transformation que nos décideurs ne conçoivent pas, n'envisagent pas ou ne veulent pas, lui préférant des mesures techniques. C'est sur cette base, sur cette conviction que nous voulons co-construire avec vous cette université populaire Edgar Morin pour la métamorphose. Cette initiative entend constituer un collectif dont les formes, le fonctionnement et les orientations concrètes restent à définir.
Elle n'est pour l'heure qu'une idée, un projet. On m'a demandé récemment les statuts. J'ai dit, il n'y en a pas. C'est une idée. De suite, qu'en est-il? Elle en aura peut-être un jour. C'est peut-être une belle idée, mais ça n'est qu'une idée pour l'instant. Son avenir dépendra de vous. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de remplir le questionnaire qu'on vous a remis et de ne pas oublier de nous le remettre. Son traitement nous permettra d'en savoir plus et de revenir vers vous, n'en doutez pas, pour ceux qui sont intéressés. Alors, la clé d'une éventuelle réussite se trouve dans l'implication. Je n'utilise pas le mot engagement. Edgar ne l'aime pas trop, il le trouve trop militaire. Donc je parle d'implication pour lui être agréable. La clé de cette réussite, c'est donc l'implication que vous déciderez ou vous pourrez consacrer à cette université populaire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en avant, de mettre l'accent sur des personnes et des initiatives qui démontrent cet intérêt, qui démontre au moins à nos yeux, cet intérêt de la pensée complexe pour agir dans le sens de la métamorphose. Nous avons constitué 2 tables rondes, l'une sur l'éducation, qui va s'ouvrir sous peu, et l'autre sur l'action. Non pas que je veuille dire que éduquer n'est pas agir, disons agir en dehors de l'éducation. Toutes ces personnes n'ont pas attendu l'université populaire pour agir. Vous allez le voir. Et quelquefois, souvent, de manière spectaculaire. Mais ils ont agi en référence à cette pensée. Pas exclusivement, mais toujours là. Et donc, c'est à eux que je veux maintenant donner la parole. Donc je vais, si vous le voulez bien, lancer la première table ronde sur l'éducation, éduquer, enseigner la pensée complexe ou à partir de la pensée complexe. Bon, alors, il y a 2 intervenants ici et nous avons 2 intervenants, dont une intervenante à distance. Nathalie Will, qui est directrice de l'école internationale Antonia à Montpellier, et que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté de participer, puisque c'est au tout dernier moment, et qu'elle en soit vraiment remerciée. Et mon compagnon de recherche, de passion pour la pensée complexe, qui est Leonardo Rodriguez Oya. Donc, merci à vous d'être là. J'ai beaucoup parlé trop, alors je vais laisser rapidement la parole à mes voisins. Mais d'abord, honneur aux dames, hein, il faut quand même qu'on donne la parole à Nathalie. Alors, je n'ai pas à justifier pourquoi l'éducation. Vous savez qu'Edgar a beaucoup travaillé sur l'éducation. Il en a fait probablement le champ d'application le plus important de sa pensée, avec la les sans doute. Les 7 savoirs, c'est un bouquin fondamental. Fondamental. Si vous ne connaissez pas les 7 savoirs pour l'éducation du futur, je vous conseille de lire ça. Hein, c'est vraiment très, très important. Donc, Nathalie, merci encore d'être là. J'ai posé à tous les intervenants, en gros, les mêmes questions. C'est-à-dire, la pensée complexe, quel est le rapport que j'ai eu avec cette pensée? En quoi ça m'a touché? Et enfin,
l'expérience dont je veux témoigner. Donc, Nathalie, tu as à peu près 5 à 6 minutes. Bien, alors sur l'expérience, bonjour à chacun d'entre vous, bonjour Edgar, et merci de m'avoir laissé une petite place prise par le destin dans cette première université populaire à Toulouse. Je voulais témoigner de la façon dont la pensée complexe est rentrée dans ma vie. En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu cette pensée en moi. Quand j'étais petite fille, je passais mon temps à naviguer entre le monde de l'invisible et le monde du visible et à faire des liens. Et je comprenais pas quand je rentrais à l'école pourquoi il fallait que je reste juste sur ce monde qu'on voyait et pourquoi je ne pouvais pas parler de ce monde invisible qui était là. Ensuite, j'ai eu la chance de faire des études de droit à Montpellier dans les années 90. Nous avions des professeurs incroyables à l'université de droit de Montpellier qui nous incitaient à penser par nous-mêmes. Et là, vraiment, ça a été le moyen de structurer cette pensée complexe que j'avais en moi et de lui donner un cadre et de la pousser. Donc, ça a été vraiment une chance de pouvoir structurer cette pensée en liberté en envisageant vraiment cette connaissance entre cécité et illusion. Et nos professeurs de droit à l'époque travaillaient beaucoup sur ces questions-là. Et je m'en suis pas rendu compte quand j'étais étudiante, je m'en suis rendu compte après coup. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir créer ma propre pédagogie qui s'appelle la pédagogie du sens. Mais je l'ai eu par ce parcours-là. Et cette pédagogie est née il y a 23 ans. Cette pédagogie, au départ, je l'ai appliquée en suivant un instinct. Et j'habitais au Vietnam et j'ai emporté dans mes valises un livre d'Edgar Morin qui s'appelait La tête bien faite. Et ce livre, quand je l'ai lu dans les années 2010, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est exactement ce que j'ai fait à l'école, mais c'est exactement pareil. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, c'était la rencontre d'une théorie à une pratique ou l'inverse, et les deux se sont mêlés. Et ça a été un monde tout d'un coup qui s'est ouvert parce que quand on vit en complexité et qu'on a la chance de pouvoir lire des livres qui correspondent, alors on se dit que peut-être on est dans ce qu'il faut faire et ça résonne différemment au monde. Et c'est pour ça que je peux dire maintenant que la pensée complexe, certes, elle est étudiée en théorie avec ses concepts de façon épistémologique, mais pour moi, et je le vois avec les enfants que l'on a à l'école, la pensée complexe, c'est une façon d'être au monde. Cette pensée, elle est vivante et les enfants, naturellement, pensent en complexité. Ils ont cette pensée en arborescence, ils font des liens, l'illusion fait partie de leur vie et en même temps, ils la questionnent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et les enfants ont déjà ça en eux. Donc vraiment, pour moi, et ce que je voulais témoigner, c'est vraiment ça. La pensée complexe, elle est naturelle chez les enfants. Et dans notre pédagogie, nous apprenons aux enfants cette possibilité de garder ces graines qu'ils ont en eux. Et nous étudions tout petit avec cette pédagogie du sens pour permettre aux enfants de pouvoir garder cette pépite de penser le monde en complexité et d'être au monde en faisant à la fois des liens, en intégrant l'incertitude, en travaillant aussi sur la condition humaine, en travaillant sur notre identité de terrien. Donc vraiment, tous ces concepts qui peuvent paraître universitaires, en fait, ils sont simplement, et c'est ça qui est assez paradoxal, on peut les mettre en mouvement tout à fait simplement avec les enfants, alors on peut dire en simplexifiant, mais quoi qu'il en soit, c'est une façon naturelle d'apprendre pour nous, et c'est ce que nous faisons dans notre école à Montpellier. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que par sa capacité d'intégrer l'incertitude, les enfants acquièrent très tôt une certaine forme d'agilité et une façon de pouvoir faire face aux difficultés du monde. Et cette année, on a eu une année très, très difficile avec les enfants, avec des enfants qui sont nés pendant le Covid et qui a eu des difficultés à vivre ensemble. On a des tout petits cette année de 2-3 ans qui ont du mal à vivre dans un groupe classe parce qu'ils sont nés dans une période où leurs parents étaient confinés, et quand ils sont allés à la crèche, les personnes avaient des masques, et là, ils arrivent à l'école, c'est difficile. Et je dois dire que la pensée complexe, elle est une aide précieuse, parce que tous mes enseignants sont formés depuis 2 ans à la pédagogie du sens, et ça permet aux enfants de pouvoir vraiment leur apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est indispensable, et merci pour cette pensée complexe
qui est pour nous, et on le voit tous les jours, une façon de coller à ce que sont les êtres humains. Les êtres humains sont complexes et cette pensée, ce mode de pensée EE et de pensée ER est celle qui correspond le mieux à la nature humaine. Et on le voit tous les jours dans notre école avec les tout-petits. Donc voilà sur la façon dont la pédagogie du sens liée à la pensée complexe permet d'accompagner les enfants aujourd'hui dans cette éducation du 21e siècle. Et les parents qui mettent leurs enfants dans cette école, c'est parce qu'ils sont conscients que l'enseignement qui cloisonne, qui rationalise, n'est pas bon pour leurs enfants. Ils le sentent de façon intuitive, ils n'ont pas fait d'études sur la pensée complexe, mais ils arrivent dans cette école avec cette intuition. Et donc c'est pour ça que vraiment, je veux là aussi témoigner de cette intuition, de cette pensée complexe. Certes, elle est universitaire, certes, on peut l'étudier, mais elle est intuitivement bonne et les parents le savent pour leurs enfants. Voilà sur ce que je voulais témoigner sur ma façon d'avoir intégré la pensée complexe dans ma vie et dans ma vie professionnelle. Merci Nathalie. Maintenant, je voudrais donner la parole à Jean-Yves Rossignol, qui est un homme qui est venu me rencontrer il y a plus d'une dizaine d'années, alors qu'il avait le projet fou de créer un diplôme d'ingénieur sur l'éco-ingénierie. Et on a des décideurs tout à fait éclairés qui ont dit non. Ça ne l'a pas découragé. Il a créé un master éco-ingénierie qui est une formation tout à fait remarquable et qui se fonde sur la pensée complexe. Merci Jean-Yves d'être là et tu as la parole. Merci. Oui. Vous m'entendez? Oui. Merci Pascal de m'avoir invité à cette tribune, surtout en présence de M. Morin, ce dont je suis très honoré. Alors, je suis ingénieur conseil et enseignant-chercheur indépendant. Je vais détailler dans le témoignage qui suit, mais ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que je suis plein de complexes. Bon, j'entends par là une manière de vivre la reliance. Après des études d'ingénieur chimiste, je fus chercheur pendant 5 ans au CNRS, puis dans l'industrie aérospatiale. Mes recherches portaient sur l'élaboration de matériaux nouveaux pour les tuyères d'engins spatiaux. Mais les applications militaires étaient latentes. Et la reliance m'interdisait de cloisonner ma vie professionnelle, de la scinder de ses implications morales et sociétales. J'ai donc démissionné, un mémorable été 1983, pour créer mon activité indépendante. Durant une vingtaine d'années, j'ai vulgarisé des connaissances sur la nature, sur l'écologie, pour diffuser l'idée que la nature et l'humain sont un, constituent un même système intriqué. Dans cette période, j'ai commencé à m'instruire sur la systémique. Le déclic fut le macroscope de Joël de Ronet, et j'ai mis à profit la systémique dans mon travail de sensibilisation à l'environnement pour éviter d'invoquer la morale ou un discours utilitariste. En effet, les principes systémiques sont probants pour justifier le soin envers la nature, la coopération, l'engagement individuel pour des causes globales. Plus tard, j'ai rencontré Jean-Louis Lemoigne qui m'a ouvert à l'épistémologie constructiviste. Et grâce à M. Morin, à qui je suis heureux de rendre hommage aujourd'hui pour son œuvre magistrale, humaniste et profondément inspirante, eh bien, grâce à lui, j'ai découvert, au-delà de la systémique, la complexité générale. Ici, on ne considère pas que le sujet puisse être indépendant du système qu'il étudie ou qu'il actionne. Mon auto-apprentissage de la complexité est également implicite dans l'antagonisme des idées. Par exemple,
faire cohabiter l'immanence de Nietzsche et la métaphysique de Jung, ou bien le rationalisme de Lemoigne et l'anarchisme épistémologique de Feyerabend, eh bien, c'est un apprentissage de la dialogique et donc une école de la complexité. L'éclectisme m'a permis d'appréhender la complexité non pas comme une discipline, mais comme un mode de compréhension du monde en reliance, dans une approche transdisciplinaire. J'ai ainsi croisé la physique quantique et la métaphysique, la cognition et la préhistoire, l'énergétique et l'économie. Depuis 20 ans, je me suis notamment consacré à l'enseignement supérieur, du développement durable, du bilan carbone et de l'ingénierie en complexité. De 2011 à 2016, j'ai été professeur associé à l'Institut national polytechnique de Toulouse jusqu'en 2014 pour animer l'équipe de co-conception du master spécialisé éco-ingénierie. Je passe sur l'historique de ce projet qui est fort complexe et qui m'entraînerait trop loin pour faire suite au sous-entendu de Pascal. Et de 2014 à 2016 en tant que responsable pédagogique. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour rendre hommage à Christophe Gourdon, professeur émérite, qui a initié le développement durable à l'INP et à qui je dois cette riche expérience. J'ai introduit la complexité comme charpente pédagogique en partant d'une conception intégrée du développement durable, où tout projet d'ingénierie est d'emblée une problématique entrelacée de technique, d'économie, d'écologie et de social. Dans ces conditions, l'interdisciplinarité en ingénierie s'imposait et la conception en interdisciplinarité, eh bien, elle est éminemment complexe. Alors un mot sur cette éco-ingénierie. L'éco-ingénierie, c'est l'ingénierie au cœur de l'éthique. Il s'agit de transformer l'appareil techno-scientifique et technocratique en système socio-technique et démocratique. L'éco-ingénierie appréhende ces objets et ces méthodes comme des écosystèmes. La solidité d'une méthode, fût-elle éprouvée et prétendue universelle, n'entraîne pas automatiquement la validité de ses résultats. Toute méthode est a priori valable, mais s'affranchir des normes sur la bonne manière de concevoir justifie d'encadrer la réflexion et l'action par une forte exigence épistémologique et éthique. Le rôle de l'expert n'est plus de prescrire, mais d'accompagner et d'éclairer la co-conception. Par ailleurs, le sujet, soit l'ingénieur, est impliqué dans le système qu'il actionne. Il n'y a pas de neutralité possible pour un scientifique. Raison de plus pour l'exigence épistémologique et éthique, mais la non-neutralité justifie en outre la pratique de la réflexivité, c'est-à-dire la réflexion sur soi dans l'exercice du métier. Une telle ingénierie renouvelée, inspirée par l'épistémologie, l'éthique et la réflexivité, m'a permis d'expérimenter une pédagogie sur la complexité et en complexité. Je ne fais pas un cours sur la complexité, je crée des conditions pour faire vivre en complexité une situation d'ingénieur. Je m'appuie aussi sur les principes de la complexité pour donner quelques clés sur la résilience cognitive indispensable pour affronter les transformations en cours. Les étudiants doivent se défaire des schémas de pensée classiques pour forger autonomie et agilité intellectuelle. Et c'est en observant leurs difficultés que j'ai eu l'idée de publier en 2018 un ouvrage de vulgarisation sur la complexité. En résumé, l'enseignement en complexité, c'est un apprentissage mutuel enseigné-enseignant, c'est donner du sens, c'est créer des conditions pédagogiques pour que les potentialités de la personne puissent s'exprimer, c'est développer l'autonomie intellectuelle et la lucidité, c'est préparer au changement de paradigme. Et à ce propos,
je voudrais souligner que notre mythologie occidentale, contemporaine, qui est matérialiste et dualiste, est sans doute la racine du mal actuel. Je souhaite contribuer à légitimer une représentation du monde et de l'humain non matérialiste, non déiste et fondée sur la reliance. La reliance, pas seulement comme processus dans un monde de choses, mais la reliance ultime comme fondement du réel. Voilà pour moi une fondation pour la métamorphose. Merci de votre attention. Merci Jean-Yves. Je me tourne vers Lucas Rasmasson, qui est donc professeur ici et qui est probablement parmi ceux qui, les premiers, si ce n'est les seuls, parmi les seuls, à soutenir véritablement ce projet et à le soutenir avec enthousiasme. Donc je lui cède très volontiers la parole pour nous parler de son rapport à la pensée complexe. Merci beaucoup, cher Pascal. Et, tu l'as dit, hein, à quel point je suis impressionné en réalité d'être assis ici aujourd'hui. Bon, certes chez moi, mais ça a été dit. Hein, c'est un endroit qui est vraiment empreint d'histoire et on sait que même en étant, ou surtout en étant membre d'une aussi belle institution que l'université, on fait partie de quelque chose qui est évidemment immensément plus grand qu'on ne peut l'être individuellement. Et bon, ça n'enlève rien après au mérite que je peux avoir, mais au mérite que toi tu as aussi dans ton projet, et au mérite qu'ont les uns et les autres. Et évidemment, je pense en première ligne à Edgar Morin et tout ce qu'il est comme personnalité, l'immensité de sa pensée et le grand privilège que nous avons tous de pouvoir être ici autour de la personne et de la pensée d'Edgar Morin. Donc vraiment un très très grand merci à toi. Et effectivement, je suis très honoré de pouvoir faire partie de cette aventure qui est une réalisation concrète, une mise en œuvre aussi de la pensée complexe et de la pensée d'Edgar Morin. Et donc j'en suis vraiment très touché. Alors, je vais commencer en m'astreignant aussi à ce temps de parole très limité, à raconter un petit peu ma rencontre avec Edgar Morin, qui était d'abord une rencontre avec les livres d'Edgar Morin, une rencontre avec la pensée, avant de prendre la mesure de ce qu'est Edgar Morin aussi en tant qu'homme, en tant que personne et en tant que personnalité. Le souvenir, je ne suis pas sûr que ce soit ma première vraie rencontre, mais le souvenir qui me vient, c'est d'être assis dans le métro, en train de feuilleter, alors soit la complexité humaine, soit introduction à la pensée complexe, et de découvrir dans la lecture des idées et de la description d'Edgar Morin, faite par Edgar Morin, des structures qui organisent notre conception du monde, vraiment des clés indispensables à ma propre recherche. Donc j'étais déjà doctorant, engagé dans ma thèse sur les fondements du droit international privé de la famille de l'Union européenne, donc une question qui tourne autour du droit de la famille au sein de l'Union européenne. Et bon, est-ce que j'étais bloqué? Peut-être. En tout cas, je n'avais pas encore les clés pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment la lecture, l'entrée dans le monde de la pensée d'Edgar Morin qui m'a donné, grâce à la pensée complexe, des clés de compréhension qui sont indispensables, y compris pour concevoir le monde tel qu'il nous entoure. Et je pense que c'est une vraie note optimiste qu'on peut avoir parce que la pensée d'Edgar Morin, ce n'est pas une pensée utopiste. C'est une pensée qui est directement applicable parce qu'elle nous permet de concevoir la réalité du monde, évidemment, avec tout ce que ça implique que de prétendre concevoir la réalité, c'est-à-dire moi, individu, je peux concevoir la réalité. Je peux savoir comment le monde qui m'entoure réagit ou interagit avec moi, et puis je peux savoir comment moi, j'essaye de façonner ma compréhension du monde. On n'est pas dans une réalité qui serait imposée ou une réalité qui serait une domination, une réalité dominante qui s'imposerait à tout le monde. Et c'est vraiment, plus qu'un déclic, la
possibilité que j'ai eue d'inscrire ma recherche dans le carcan proposé par Edgar Morin, qui a ensuite permis à ma thèse de vraiment prendre une ampleur qu'elle n'aurait pas pu prendre sans cette recherche-là. J'ai pu concevoir la coordination entre les droits de la famille au sein de l'Union européenne, qui sont chacun des systèmes valables en eux-mêmes, mais qu'il faut quand même réussir à faire travailler, communiquer ensemble. Donc il faut trouver un métasystème qui dépasse chaque système individuellement. C'est évidemment la pensée plurielle qu'Edgar Morin propose. Pour moi, c'était le concept d'universel pluriel que j'ai pu dégager grâce à la pensée complexe, qui a vraiment joué un rôle extrêmement important pour ma thèse. Alors ça, c'est ma rencontre avec Edgar Morin dans le métro, expérience ô combien anonyme, mais où j'étais dans le partage et dans vraiment l'accès direct à la pensée d'Edgar Morin. Pour mes propres recherches, ça a été absolument indispensable, mais la question, c'est maintenant qu'en faire pour l'enseignement. Et pour l'enseignement, j'ai envie de dire, une fois qu'on a été saisi par la pensée d'Edgar Morin, évidemment que cette pensée ne nous lâche plus. Donc quand on a la chance de pouvoir enseigner de manière générale, je pense que la pensée complexe, elle est toujours là quelque part. Bon, j'ai un tropisme, c'est le droit, je suis professeur de droit, donc forcément que je vais vous dire, en droit, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Mais en tout cas, en droit, c'est ô combien vrai. Donc oui, mes étudiants en première année, je leur explique que le droit, c'est aussi une science complexe, que le droit, c'est un discours. C'est pas que, ou ça ne devrait pas être un système qui repose sur la domination, mais c'est un discours par lequel nous façonnons la compréhension sociale que nous avons du monde, de la façon dont le monde devrait opérer, de la manière dont nous devrions interagir les uns avec les autres. Et donc, pour moi, il y a un idéalisme inhérent au droit, mais le droit aussi qui n'est jamais une réalité figée. Donc, cette idée du système ouvert, c'est ce qu'est le droit, parce que personne ne peut nous dire comment le juge va interpréter demain la loi d'aujourd'hui. Et notre système juridique l'a assez fortement intégré aussi. Une illustration que je peux donner, juste pour souligner toute la fertilité de la pensée complexe, c'est qu'avec des étudiants de première année de l'École européenne de droit, je leur ai donné quelques lectures d'Edgar Morin et on a réfléchi ensemble autour de la thématique résister et transmettre, avec un petit parallèle fait avec Mireille Delmas-Marty, où on trouve aussi des éléments communs. Et cette idée du résister et transmettre, oui, ça résume, rien ne peut résumer la pensée d'Edgar Morin, mais c'était une clé d'entrée, je pense, vraiment très utile pour les étudiants, pour comprendre que oui, et il ne faut pas verser dans le relativisme, oui, il faut avoir des convictions, oui, il faut pouvoir affirmer sa propre position, il faut pouvoir dire qu'on a raison, mais ce n'est pas parce qu'on a soi-même raison que l'autre a nécessairement tort en disant autre chose. Et donc, il faut découvrir ces valeurs pour lesquelles nous devons résister à l'esprit de guerre, résister à l'esprit de domination, mais nous devons aussi rentrer dans cette logique de transmission. Et transmettre, c'est accepter d'être influencé par autrui, mais c'est aussi vouloir influencer autrui. Donc c'est nécessairement chercher l'interaction. Et voilà, ça c'est mon mot final, évidemment. Je pourrais parler pendant des heures et des heures. Et, voilà, je m'excuse de devoir être court ici, mais voilà, sur ce que l'Université populaire Edgar Morin sur la métamorphose peut apporter, je pense que c'est vraiment cette expérience du partage, cette expérience de la transmission, la place indispensable de l'enseignement, évidemment. C'est aussi le besoin que nous avons de forger un nouveau discours social, un nouveau discours scientifique, c'est-à-dire une nouvelle manière de représenter les choses qui sont là, que nous réduisons forcément lorsque nous les faisons entrer dans un certain discours, mais la manière que nous avons de concevoir ce discours, elle peut être plus ou moins ouverte. Et Edgar Morin, évidemment, c'est le discours comme un système ouvert. C'est un système susceptible de continuellement se remettre en cause par l'échange, par l'interaction. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un point central avec tout ce qu'il implique, à la fois en tant que
expérience individuelle et de respect de l'individu, de la liberté individuelle aussi, hein, de l'humanisme consubstantiel à la pensée d'Edgar Morin, mais aussi cette nécessité du partage, de l'échange, hein, de la fraternité, de la sororité, de l'amour, de la compréhension de la dimension poétique de ce que nous faisons. Et oui, pour l'enseignement, c'est un sacré défi, c'est une frustration que j'ai souvent rencontrée. Finalement, quand on enseigne, on ne fait que répéter des choses dont on sait très bien que voilà, les hommes ne les comprennent pas, parce qu'autrement on ne serait pas en train de devoir réexpliquer pourquoi il faut voilà, pas verser dans les rapports de domination, dans les rapports de guerre. Mais voilà, les hommes sont mauvais les uns envers les autres. C'est pour ça qu'on a besoin de droit. Et l'enseignement, oui, c'est énormément répété. Voilà. Et on trouve là une expérience qui est très proche du mythe de Sisyphe, évidemment. Je pense que voilà, c'est quelque chose que nous partageons tous aussi. Mais l'université populaire Edgar Morin, pour la métamorphose, oui, c'est aussi assumer que nous sommes tous Sisyphe, à devoir réexpliquer les choses, à devoir réexpliquer l'utilité, l'apport de la pensée d'Edgar Morin. Oui, c'est dans les livres, oui, tout le monde a déjà pu y avoir accès, mais il y a quand même plein de gens qui ne l'ont pas lu ou qui l'ont oublié. Donc, il faut qu'on reparte à la charge. Mais bon, on aura le moment où la pierre tombera de la montagne. On pourra descendre, voilà, se poser un peu sur notre propre condition humaine, et ensuite on repartira au combat pour remettre la pierre en haut. Voilà, cher Pascal, voilà, vraiment avec tous mes remerciements de m'avoir associé à cette belle aventure, et compte sur moi pour la continuer à tes côtés. Merci. Alors, je voudrais donner maintenant la parole à quelqu'un qui fut mon doctorant, et qu'en toute modestie, il peut considérer qu'il fut sans doute mon meilleur doctorant. Je veux parler de Leonardo Rodriguez Soya. Léo, tu as la parole. D'accord, merci Pascal. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ouais. Ok, merci Pascal pour cette invitation. Bonjour, bonjour à tous, ceux qui sont là à Toulouse et ceux qui nous suivent sur YouTube. Je suis vraiment heureux de partager cette table ronde et de pouvoir témoigner mon histoire liée à la pensée complexe. Je dirais d'abord que j'ai découvert l'œuvre d'Edgar Morin quand j'avais 20 ans et lors de ma première année à l'université, bien que je l'ai connu en dehors de l'université. Et la pensée d'Edgar m'a produit vraiment une révolution intellectuelle, spirituelle, affective, très très profonde, à tel point que j'ai décidé de consacrer ma vie au développement théorique et pratique de la pensée complexe dans les domaines de la science, de la politique et de la société. Voilà, c'est mon projet de vie. Donc, à cette époque, avec un ami, nous avons commencé à lire et à étudier de manière systématique l'œuvre d'Edgar. Et voilà, et ce qui nous a un peu captivés dans la pensée d'Edgar, c'était les potentiels révolutionnaires, tant au niveau épistémologique des sciences et aussi au niveau politique et civique. Donc, nous avons commencé à interroger les professeurs à l'université sur Morin et la pensée complexe. Mais personne ne connaissait rien. Alors, une question s'est posée. Si la œuvre d'Edgar était pour nous si novatrice, révolutionnaire, pourquoi était-elle inconnue à l'université? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans l'année 2002, de créer la communauté de la pensée complexe, disons, un réseau à but non lucratif qui se propose de relier des personnes, de relier des groupes et de relier des institutions intéressées à la complexité. Ce réseau s'est un peu auto-organisé et très rapidement, il a eu 6000 membres en quelques années. Et c'est aussi grâce à ce réseau de la communauté de la pensée complexe, des projets que j'ai menés dans ces cadres, que j'ai eu la possibilité de rencontrer Edgar en 2006 et puis Jean-Louis Lemoigne.
En 2008, j'ai commencé mon doctorat et bien sûr, je voulais faire une thèse sur la pensée complexe. Mais il n'y avait personne en Argentine qui pouvait me diriger, j'étais seul. Donc, c'était Edgar qui m'envoyait vers un sociologue toulousain, que peut-être vous le connaissez, Pascal Rochero. Et voilà, et Pascal m'a marqué d'une manière décisive dans mon aventure intellectuelle et a aidé à me développer, disons, un programme de recherche autour de la pensée complexe. Je voudrais essayer maintenant d'apporter une réflexion sur le thème central de cette table ronde. Proposer d'enseigner la pensée complexe implique de répondre, au moins de manière tacite, la question qu'est-ce que c'est pour nous la pensée complexe? Et je voudrais proposer une distinction cruciale à mes yeux. D'une part, on peut concevoir la pensée complexe comme une théorie, c'est-à-dire comme un ensemble organisé de concepts. Mais d'autre part, on peut concevoir la pensée complexe comme une pratique, c'est-à-dire comme une manière de faire, comme une manière d'être, comme une attitude, voire un ethos, si vous voulez. Et pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce que, à mon avis, il ne s'agit pas seulement d'enseigner les contenus théoriques de l'œuvre d'Edgar Morin. Ça, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il s'agit fondamentalement d'apprendre à penser autrement. Il s'agit de générer une culture de pensée, une manière d'exercer notre propre rationalité. Mais ce n'est pas si clair pour nous comment le faire, comment l'enseigner, comment l'apprendre. Voilà les défis. Parce qu'en effet, nous pouvons prononcer un discours de sonorité complexe et mobiliser des concepts, mais cela n'implique pas forcément que nous ayons une pratique complexe. C'est là que réside, pour moi, le défi fondamental de l'apprentissage de la pensée complexe, que je pourrais essayer de le résumer dans une question. Comment est-ce qu'on peut concevoir, discerner des situations où un groupe de sujets, peut-être des étudiants, des acteurs sociaux, sont confrontés à vivre une expérience complexe qui les amène à devenir des objets de leur propre observation et à observer les points de vue de l'autre pour éventuellement remettre en question leur propre point de vue et leur propre pensée. Et je crois que cette idée peut être adaptée à chaque situation et elle constitue, disons, un dispositif pédagogique pour développer la pensée complexe, qu'il soit pour enseigner à l'université ou pour travailler avec des acteurs sociaux. Alors, pour conclure, j'aimerais réfléchir à la portée académique, sociale et politique du projet de l'Université populaire Edgar Morin. Je suis persuadé que cette université est une grande opportunité pour nous, parce que nous avons la possibilité de construire ensemble une culture de pensée complexe, c'est-à-dire une culture de reliance. Et qu'est-ce que c'est la reliance? Bon, comme a souligné plusieurs fois Edgar, la reliance signifie articuler, connecter, faire dialoguer qui était séparé, ce qui était désuni. Et la reliance est pour moi à la fois un défi épistémique, éthique et politique. Et je souhaite que l'Open soit un espace pour relever ce triple défi. Sans aucun doute, la reliance est un défi épistémique parce que nous devons travailler à articuler les savoirs scientifiques et les savoirs sociaux qui émergent du monde de la vie. Or, je me demande comment est-ce que nous pouvons relier les connaissances si nous ne relions pas nous-mêmes. Donc la reliance devient un concept pratique et éthique parce qu'elle implique une manière de se rapporter aux autres ou, si vous voulez, elle implique d'imaginer de nouveaux types de liens sociaux. Finalement, pourquoi nous voulons relier les connaissances et relier les personnes? Et je dirais parce que nous voulons agir dans le monde pour les transformer, pour les métamorphoser, pour construire un avenir alternatif et plus souhaitable pour ceux qui y vivent, parlent, agissent, rient, souffrent dans ce monde. Non? Ça, c'est la dimension politique de la reliance. Et la politique de la pensée complexe devient une politique de futur, c'est-à-dire d'espoir. Et pour moi, c'est le plus beau défi auquel l'Université populaire Edgar Morin est confrontée
Et l'opportunité est entre vos mains, ici à Toulouse, à Midi-Pyrénées, en France. Et j'espère vraiment pouvoir étendre cette expérience en Amérique latine. Grand merci. Merci beaucoup, Léo. Et diffusons cette idée de l'Université populaire Edgar Morin. Avant de faire une petite pause, parce que c'était pas prévu, mais je pense qu'elle est nécessaire, et sans introduire de débat entre les participants, c'est peut-être un peu dommage, mais on a perdu du temps, vous donner la possibilité de vous exprimer enfin, pas très longtemps parce qu'il faut qu'on sorte un petit peu, mais prendre 2 ou 3 questions en vous adressant à qui vous voulez parmi les intervenants. Il faudrait un micro là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une question là. Au premier rang? Non, là-haut. Tu là-haut? peux faire des Ah oui. pour poser les... Oui, monsieur en blanc là-bas. Il y en a une ici. On va en prendre 2 ou 3, hein, c'est tout. Ben, on va d'abord prendre la vôtre, monsieur. Ah. Ah, chouette. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces prises de parole. Je me demandais juste, j'ai peut-être décroché un moment, mais j'ai pas eu de définition claire de ce que vous entendiez par pensée complexe. Et du coup, depuis le début, je suis un peu perdu. J'ai du mal à comprendre de quoi on parle, parce qu'on l'utilise beaucoup, mais sans définition claire. Et du coup, en découle, j'aimerais bien avoir une définition claire et synthétique aussi de ce que vous entendez par métamorphose. Alors peut-être qu'on ne va pas y passer des heures, mais au moins sur la pensée complexe, que ça me permette de clarifier tout ce que j'ai entendu jusqu'ici, si ça ne vous embête pas. Merci beaucoup. Écoutez, ça peut... à moins que tu veuilles y aller. Non, vas-y. Puis après... La gageure, là, c'est de définir la complexité de façon simple. Moi, je retiens une notion que l'on peut décliner en toutes circonstances, de toutes les manières possibles, et qui peut être une clé pour être en complexité, c'est la notion de lien. Dès lors que vous faites du lien à l'intérieur de vous-même, avec les autres, avec l'environnement, le lien dans toutes ces possibilités, vous êtes en complexité, vous vivez en complexité. Bien sûr, c'est pas seulement ça, mais c'est éminemment de faire sans cesse des connexions pour raisonner de façon multidimensionnelle, si vous voulez. Alors, j'abuse de la proximité du microphone pour ajouter un élément, effectivement, cette idée du tisser ensemble, c'est ce que Edgar Morin met vraiment en avant aussi. Et puis, une des conséquences que Edgar Morin propose, c'est celle de la pensée dialogique, qui, pour moi, ma propre recherche et compréhension du monde a vraiment été fondamentale. Pensée dialogique qui implique qu'on n'est pas dans ce dualisme où le changement de paradigme ou de vérité, même si la notion de paradigme a été utilisée, mais on a une thèse, on a l'antithèse et on doit nécessairement déboucher sur une synthèse qui invalide la thèse préalable et l'antithèse qui a été faite. Et ce que, pour moi, la pensée complexe et la pensée dialogique ont apporté, c'est la compréhension que, oui, il peut y avoir une thèse qui est parfaitement valable, un système qui est parfaitement valable, et un autre système qui est lui aussi parfaitement valable. Les deux peuvent être, de prime abord, inconciliables, contradictoires.
Et la pensée dialogique, elle nous oblige à penser un système plus global qui permette de concevoir la complémentarité des deux systèmes qui, pris individuellement, restent valables, sans que nécessairement l'un supprime l'autre, ou sans que l'un nécessairement domine l'autre. Et ça a été pour moi absolument fondamental pour comprendre l'articulation et la coordination entre systèmes sociaux, entre systèmes juridiques. Le droit français peut être parfaitement valable, adapté pour la société française. Le droit allemand peut être parfaitement valable, mais les deux peuvent être contradictoires. Mais on peut concevoir l'articulation des deux de façon harmonieuse par la pensée dialogique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a soi-même raison que l'autre qui affirme autre chose a nécessairement tort. Mais on n'est pas dans le relativisme non plus, parce qu'on n'accepte pas simplement d'en rester là. On cherche un système qui permette de trouver une cohérence globale, une cohérence d'ensemble, grâce aux liens qui vont être tissés. Oui, votre question elle est légitime, hein, mais on n'a pas passé l'entretien d'Edgar où il évoquait un petit peu. Mais vos deux questions sont très importantes, évidemment. On ne peut pas faire un cours ici, si vous voulez. Hein, c'est difficile. Ce sera pour la première leçon. Voilà, ça sera pour ce qui se passera ensuite. On a supposé, si vous voulez, que les gens qui venaient ici avaient une connaissance minimale. Alors, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein, mais on ne va pas faire un cours ici. C'est ça que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Cathy ? Oui, un peu dans le sens de mon prédécesseur, nous, au dernier siècle, je parle du XXe, pas du XIXe, on parlait des équipes multidisciplinaires d'analyse globale. J'aimerais que vous m'expliquiez les sauts quantitatifs ou peut-être qualitatifs entre notre approche du siècle dernier à maintenant avec la complexité, parce que ces mots complexité, je crois que ça va dérouter à pas mal de gens parce qu'ils vont dire c'est trop complexe pour moi. Est-ce qu'on pourrait dire multidisciplinaire, on pourrait dire utiliser un autre mot pour pas trop gêner les amateurs comme moi à toutes ces questions, à tous ces problèmes. Bien compris sa question. Tu l'as compris? On va faire la pause. Oui, moi, à titre personnel, j'aurais tendance à vous dire non. Nous assumons l'adjectif. Et ce n'est pas équivalent, si vous voulez, à multidisciplinaire. Hein? Oui, alors là aussi, je reviens à ma réponse, on ne va pas vous faire un cours. Edgar Morin a fait 6 tomes pour décrire les fondements de la pensée complexe. On peut la résumer, mais honnêtement, ici, maintenant, dans cette chaleur, je ne botte pas en touche, hein, moi je fais des cours dessus, etc. Hein, mais voilà, si vous voulez, Jean-Yves l'a dit, ne pas séparer la connaissance du sujet. Vous voyez, c'est déjà un point tout à fait fondamental, ça. Ce qui n'est pas dans la multidisciplinarité, c'est pas vrai. Ah oui, oui, absolument. Ça, c'était votre question. Il y a un saut épistémologique, si vous voulez, qui est très clair. Enfin, à nos yeux, hein. À nos yeux. Bon. Allez, une petite question. Non. Écoutez, je vous propose, vous avez été très patient. Ah, monsieur. Et après, je vous assure qu'on a une petite pause. On se prend 10 minutes, un quart d'heure. Et les plus courageux reviendront et on les incite à revenir. Hein.
Oui, c'est bon. Ma question sera très courte. J'ai cru comprendre dans les propos de Nathalie Will qu'elle utilisait un terme qui me semblait soit un néologisme, soit quelque chose de très joli, mais que j'aimerais que vous définissiez. Alors, je suis désolé, c'est pas un cours que je vous demande, mais elle a parlé de simplexifiant, en simplexifiant les choses. Est-ce l'objet, je dirais, du traitement de la complexité que de simplexifier? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que Nathalie a entendu? Non. J'ai pas bien entendu. Oui, vous avez utilisé le terme simplexifier, en simplexifiant à un moment donné. Alors, je vous demandais si c'était un lapsus, que je trouvais assez joli, ou alors vraiment quelque chose de défini pour vous, qui peut se définir. Moi, je n'entends pas très bien parce qu'il y a un brouhaha. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît, Pascal? Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends pas très bien? Ah. Oui, mais là tu m'entends mieux, non? Bon, alors la personne te demande, tu aurais, ça m'a échappé, utilisé le terme simplexifiant. Ouais, alors est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là? Et voilà. Parce que la pensée complexe ne peut pas se simplifier. La pensée complexe, elle est composée de plusieurs plis, alors que quand on simplifie, on s'adresse simplement à un pli. Et donc, il y a un nouveau terme qui est sorti qui s'appelle simplexifier. Et ce terme de simplexifier, c'est une façon de... Enfin, pour nous, en tout cas dans l'interprétation qu'on en donne nous dans notre école, c'est vraiment de rendre cette pensée complexe accessible aux personnes qui n'ont pas fait ni d'études, qui ne comprennent pas du tout ce que c'est la pensée complexe. Et donc, c'est une façon d'aborder la complexité sans la dénaturer. Et donc, c'est ce qu'on fait ici à l'école pour la faire comprendre aux parents. Parce que souvent, quand on aborde le terme de la pensée complexe, les gens ne comprennent rien. Ils ne savent même pas de quoi on parle, ils ne savent pas ce que c'est, tout ça. Donc nous, on a mis au point une méthode de communication de ce que nous faisons avec des mots qui expriment la pensée complexe sans la dénaturer. Donc, on utilise ce mot de simplexifier, mais peut-être qu'Edgar Morin pourrait le préciser un peu mieux que moi au niveau théorique. Nous, au niveau pratique, voici comment on le fait. Et il y a une chose que je voulais vous dire aussi, peut-être je n'ai pas été assez claire tout à l'heure, ce qui est important pour nous qui travaillons avec des enfants et des adolescents, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, sur cette façon d'apprendre à vivre ensemble, et je pense que c'est dans la façon de vivre ensemble que nous allons sauver l'humanité, et pour cela, on a besoin d'apprendre à être plus respectueux du lien à soi, aux autres, et à la nature, et c'est là-dessus que l'on travaille, et c'est dans ce message-là, aussi simple que celui-là, aussi simple, que les parents comprennent que derrière, il y a tout un travail qui unit les concepts de la complexité. J'espère que c'est assez clair pour vous, mais vraiment, voilà, c'est ça qui est important, ce message d'apprendre à vivre ensemble, en se reconnectant à ce que nous sommes, ce que les autres sont, et en développant ce respect des uns et des autres. La plus grosse difficulté pour l'éducation demain, ce sera d'intégrer l'humanité, l'humain, parmi les technologies, parmi les défis du monde, parmi tout ce qui est anxiogène. Il n'y aura que le lien humain qui va permettre de sauver la vie vraiment sur cette terre. Et cette vie, elle passe par cette reconnaissance de l'interdépendance, de nos liens d'interdépendance et d'inter-être. Et voilà, c'est dans ce sens-là aussi que nous simplexifions le message de la complexité, en utilisant des mots qui sont forts mais qui sont réels. Il n'y a que le lien humain qui permettra demain que l'école continue à exister, parce que de plus en plus, on n'a plus besoin de l'école ni pour la connaissance, ni pour le savoir, mais par contre, je pense qu'on a toujours besoin de l'école comme un lieu de vie et qu'on transmette aux enfants, aux ados, et ensuite vous, qui les avez à l'université, des jeunes qui acceptent d'aller à l'école. Parce que de plus en plus, il y a des jeunes qui ne veulent plus venir à l'école, avec le développement de phobie scolaire, de stress. C'est là-dessus qu'il faut agir.
Et c'est là-dessus que les éléments que nous a donnés Edgar Morin à travers les 7 principes pour un humanisme régénéré, c'est ça qui nous sert, nous, de feuille de route. C'est une façon de simplexifier. Bon, eh bien écoutez, ces applaudissements étaient pour l'ensemble de nos intervenants de cette table ronde. Merci à eux. Je signale que après une dizaine de minutes de pause, nous avons une seconde table ronde pour les plus courageux d'entre vous et avec des personnels de grande expérience. Bon.